À un moment où la vague écologiste et régionaliste entraîne dans son sillage, outre les convaincus, les forts, pas mal de naïfs et quelques opportunistes, vous, Glenmore, chantre de la Bretagne depuis plus de 20 ans maintenant, vous faites figure de roc et de sage. En 52, lorsque vous avez passé votre licence de philo, vous vous sentiez déjà prêt à devenir, au fond, le poète breton? Oh, vous savez, je crois que on peut dire qu'un homme rêve dans son enfance qu'il sera plus tard, et dans la mesure où un homme peut réaliser ce rêve de son enfance, je crois qu'il dit que sa vie d'homme est réussie. Je crois que tout part de là. Et tout enfant, né dans plein centre de la Bretagne, pays bretonnant par excellence, où le français n'était même pas employé dans la conversation courante de tous les jours, puisque quand je suis parti en classe, je savais même pas un mot de français. J'ai vécu dans une ambiance où tout le monde chantait les événements de chaque jour, souvent d'ailleurs, en dansant en même temps, etc. Alors j'ai vécu dans cette ambiance de création perpétuelle et populaire. Alors il va de soi que j'ai pensé, tout enfant, faire mieux que tout ce que j'entendais, et j'ai rêvé un peu de chanter un peu tout ce qui se passait en Bretagne, tout enfant. Par la suite, moi je finis mes études, et je me suis trouvé tout d'un coup en face d'une vie à faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pouvais tout à bien enseigner, mais l'enseignement ne me plaisait pas du tout. Le journalisme m'avait beaucoup tenté, puis je me suis dit, pourquoi pas recréer le bardisme tel qu'il était autrefois, c'est-à-dire un moyen d'expression populaire, en se servant des données que nous donne le peuple, et de chanter tout haut ce que les Bretons pensaient tout bas. Et j'ai commencé ainsi le combat par la chanson. Vous aviez fait aussi un peu le tour des ports méditerranéens. Vous avez Ah ouais, j'ai beaucoup voyagé. Bon, vous savez, ça c'est une idée. Lorsque je vais terminer ma licence, d'abord je ne tenais pas du tout enseigner, je suis parti comme vagabond, je l'étais de tempérament plus ou moins, et j'ai fait un sacré tour par la Grèce, la Yougoslavie et tout ça. J'ai même été en Russie à l'époque. On m'a renvoyé d'ailleurs proprement à la frontière au bout de 3 semaines. Mais tout ça, je vous garantis que j'en garde relativement un mauvais souvenir. Non pas que n'ayant pas de sous, j'étais obligé de travailler, n'est-ce pas? On ne trouvait pas toujours le travail nécessaire pour survivre. En fin de compte, de mon voyage, je garde que le souvenir des bords de route et de beaucoup de misère. Si jamais j'avais un conseil à donner à des jeunes qui voudraient faire autant, je dirais gagner un peu d'argent avant de partir et partir en stop si vous voulez, mais arriver sur place, profiter du pays, parce que moi je n'ai profité que des bistrots où je devais travailler. Il y a beaucoup de gens qui parlent de régionalisme, qui mettent en vigueur, mettent en exergue le provincialisme, et qui en fait le font de Paris ou des grandes cités. Vous êtes né à Vouillenne, et vous vivez à Mélionnec. Oui. C'est-à-dire, vous avez vos racines et vous y tenez. Oh, parce que je ne crois... vous savez, moi, je pars du principe qu'un homme n'a qu'une vie, n'est-ce pas? Il naît, il meurt, et comme vous savez, 80% des hommes meurent là où ils sont nés. Ils n'ont qu'une vie qui va de l'aube de son enfant jusqu'à la fin, jusqu'au crépuscule, au même endroit, dans les mêmes lieux, et doivent donc y faire leur bonheur. Et je comprends ça d'autant plus que je ne suis heureux que chez moi. Je me trouve très bien parmi mes paysans, je me trouve très mal à l'aise quand je suis à Paris ou dans une ville. Quand j'arrive dans une ville où je ne connais personne, je suis un peu écrasé. Ça nous arrive en tournée, bien sûr, et on a ces moments de découragement quand on arrive, dit qu'est-ce que je vais pouvoir dire ici. Tandis que quand j'arrive chez moi, je me sens intégré dans mon milieu, je suis bien, je ne suis que bien, et je ne suis bien que là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à 46 ans, je n'ai plus beaucoup envie de voyager. Je crois que les plus beaux voyages se font de chez moi, de la chaumière, de chez un voisin à un autre, et ça, c'est les meilleurs moments de ma vie. Mais quand vous êtes à Paris, dans le quartier de Montparnasse, il n'y a pas un peu cette ambiance de... Si, il y a bon sûr, cette bretonitude qui se trimballe dans les bistrots de Paris, ça je peux en parler en connaissant les causes, ils se font bretons lorsqu'ils ont un coup de rouge dans le nez, ça je peux le dire que c'est pas du tout le breton qui m'intéresse, vous savez. Hier soir je discutais encore avec un jeune, et qui me disait, moi je suis mal à l'aise, un bretonnant, un type, un militant, qui se prétend militant breton, et qui n'est à l'aise qu'à Paris, qui ne ferait jamais un effort de venir en Bretagne, donner un peu ses connaissances à la Bretagne, et ils ne sont bien qu'à Paris. Bon, ceux-là, bon, ils sont intégrés dans l'immigration, qu'ils y restent, nous ça nous dérange pas, la Bretagne a autre chose à faire. Vous disiez tout à l'heure que vous veniez donc du cœur de la Bretagne bretonnante. Ça n'est pas le Léon, votre Bretagne. Ah, ça c'est même l'anti-Léon. Magnifique de la Bretagne, n'est-ce pas? Cette espèce de mosaïque de cultures différentes à travers la Bretagne. Vous savez, je suis poète-roi, je ne suis même pas cornoyer, n'est-ce pas? Je suis du poère. Comme dans le Léon, vous avez les Paganes et le Léonard, et vous avez les Bigoudins dans la Cornouaille. Et cette différenciation de culture, d'ambiance, etc., ont créé en Bretagne cette espèce de mosaïque de danse, de fêtes très différentes. Je crois que cette différence qu'il y a entre les différents peuples, c'est le même peuple bien sûr, mais cette différence entre ces tendances culturelles est une des grandes richesses de la culture bretonne. Il ne faudra jamais les faire disparaître. Il faut se tenir comme les vieux citoyens
s'y tenait. Je trouve que c'est une source de richesse. Parce qu'on, comme dit Xavier Graal, on ne s'enrichit qu'à partir de nos différences. Si on se rassemblait tous, on s'emmerderait, comme de le dire. Mais entre moi, le Léonard, et vous, alors quelles sont les différences essentielles sur le plan de la culture? Le Léonard, c'est une question de tempérament. Le Léonard est un homme beaucoup plus posé. Vous savez que les Poërois sont considérés comme les Marseillais de Bretagne, ce sont des menteurs. Ils ont un humour un peu acariâtre. Le Léonard est un homme beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Et on le sent bien, d'ailleurs, à travers même leur expression culturelle et surtout à travers leur expression économique. Le Léonard est le seul capable de s'organiser réellement pour une revendication. Nous l'avons vu en tant que paysannerie, n'est-ce pas? Oui, exactement. Tandis que le Poërois, lui, c'est l'indiscipliné par excellence. C'est le monsieur qui a une idée un jour et qui le lendemain n'y tient plus tellement, ou bien s'il ne tient, c'est pour en rire. Mais vous êtes les poètes de la Bretagne. Nous sommes certainement un peu les farfelus des montagnes, oui. Et d'ailleurs, nos danses le situent très bien. Les gavottes de montagne, ces danses très rapides, qui se différencient d'ailleurs d'un patelin à un autre, parce que chaque paroisse a sa façon de danser, et on reconnaît d'ailleurs les gens. Vous savez, cette différenciation, c'est quoi? C'est se nommer quand on se présente. Vous savez, aujourd'hui, l'homme a tendance à n'être plus nommé du tout. On ne nomme plus un homme, il n'est pas tellement différencié en ville d'un autre homme. Tandis qu'un Breton qui voit un monsieur danser dans une feste-nonce de nuit, il va dire, celui-là, il est de Locarn, celui-là, il est de Kergrismoelou. En se présentant, sans donner son nom, il se nomme. Eh bien, moi, je crois qu'une société où chacun se nomme en arrivant est une société d'hommes normaux et conscients. Mais une société où les hommes restent indifférents, où tout le monde devient après un modèle standard, n'est pas une société d'hommes. Il suffit de voir ce que deviennent les hommes dans les HLM et les grands centres. Chez vous, l'on danse beaucoup, mais cette Bretagne-là n'est pas non plus celle de Botrel. Ah, voilà, oui. Mais Botrel, vous savez, n'avait rien de breton. Il a parlé de la matière bretonne en vivant dans les cabarets parisiens. Il n'a jamais prétendu, d'ailleurs, je pense, défendre la Bretagne en tant que culturelle. C'est un peu le botelisme. Il a fait de belles chansons. En demeurant, il faut quand même pas, il y a de très jolies chansons. Le mouchoir de Cholet, tout ça, c'est assez... Oui, mais enfin, qu'est-ce que ça a à voir avec la Bretagne? Ça n'a rien à voir avec la Bretagne. Mais pourtant, pour un Parisien, la Bretagne, c'est Botrel. Ah, hélas, ça a été comme ça pendant très longtemps, ça ne l'est plus, Dieu merci. Enfin, j'espère. Mais c'est vrai que lorsque je suis arrivé pour la première fois chanter en Belgique, par exemple, quand je chantais dans les maisons de jeunes, du moins dans les collèges, parce que les maisons de jeunes n'existaient pas à l'époque encore, enfin, pas comme ils existent maintenant, on me parlait toujours de Botrel comme le barde breton. Et j'étais effrayé, parce que pour nous, il n'a jamais été barde breton. D'ailleurs, lui-même, je ne sais jamais approprié le titre, on lui a donné, les journalistes lui ont donné. Oui, c'était un breton de Paris. C'était un breton de Paris qui vivait, n'est-ce pas, qui exploitait la matière bretonne pour chanter dans les cabarets parisiens, ce qu'il a d'ailleurs bien fait dans son genre, mais qui n'a rien à voir avec la Bretagne réelle. Mais vous avez l'impression que le folklore breton, tel qu'on le voit d'ici, c'est finalement un produit d'exportation? Oui, attendez, parce que il y a folklore. Non, mais je veux dire, les danses de Cornouailles, vous voyez ce genre de choses, quoi. Vous savez, les binious, la danse, les coiffes, toute activité populaire appartenait à l'esprit de fête. Et la fête naissait avec le travail. Le travail seul était production de fête, c'est-à-dire à l'intérieur d'un travail, et plus le travail devenait pénible d'ailleurs, plus l'esprit de fête grandissait parmi les masses qui étaient rassemblées dans le village pour faire... Oui, le travail, c'est une chose essentielle pour comprendre la Bretagne. Il est certain, quand je parle de culture, je parle de la culture paysanne, la seule que d'ailleurs qui soit vraiment culture. Culture, parce que c'était dans une culture orale qui se transmettait. Et alors, vous voyez, dans ces fêtes-là, les gens, plus le travail devenait dur, plus la fatigue grandissait, plus ils se défoulaient par les jeux de fête. Et même à l'intérieur des battages, il y avait des jeux organisés à longueur de journée. Ne serait-ce que cette gerbe de blé dans laquelle il fallait saisir la patronne pour avoir le droit à un petit coup à boire en portant le grain dans le grenier. Tout était jeu. On jouait à battre. C'était la fête. Aujourd'hui, nos fêtes bretonnes sont des festivités. C'est une grande différence. Où tout le monde s'emmerde d'ailleurs, il ne faut pas faire d'illusions. Les défilés de biniou et tout ça, ça n'a rien de très breton. Oui, c'est de la représentation. Ce sont des majorettes déguisées. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est tout. Pour moi, bon, ça c'est très bien, que ça dure, le touriste en est content, ça fait marcher les Nikon et tout ça, tous les appareils de photo et caméras, ça fait gagner beaucoup d'argent aux marchands de pellicules, mais pour nous, Bretons, ça ne nous apporte rien, sinon que, à l'intérieur de ces fêtes, se passent quand même des rassemblements de jeunes qui peuvent se côtoyer le même jour et parler et d'échanges d'idées, et encore de moins en moins. Vous savez, maintenant, c'est devenu tellement constipé. Est-ce que vous êtes d'accord avec Renan lorsqu'il définissait ainsi l'âme bretonne? Le trait caractéristique de l'âme bretonne à tous ses degrés est l'idéalisme, la poursuite d'une fin morale ou intellectuelle souvent erronée, mais toujours désintéressée. On obtient tout d'elle par le sentiment de l'honneur.
Oui, oui, mais c'est une façon un peu simpliste d'expliquer. Vous savez que les Bretons ne marchent pas toujours avec le sentiment de l'honneur, ils sont hommes comme les autres. Mais il est certain que c'est un peuple qui n'a pas la logique cartésienne. Il est certain que Descartes, pour nous, ça ne va pas du tout. Le Breton sent d'abord et réfléchit ensuite. Je crois d'ailleurs que c'est la seule science directe. L'intuition, chez nous, est une connaissance directe, une appréhension directe des choses. Le raisonnement ne nous sert qu'après. Et je trouve que c'est pas mal ainsi. Vous savez, ceux qui raisonnent beaucoup n'agissent jamais. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre vous, Hervé Bazin, Alain René, Alexis Gourvenec, René Pleven, Alain Robbe-Grillet? Bon, disons que nous sommes peut-être de même culture d'origine, mais il est certain que chacun choisit après son mode d'expression. Je ne vois pas ce qu'il y a de commun entre nous, sinon que nous sommes nés dans le même pays, mais au point de vue combat, c'est au point de vue combat, ce qu'on veut faire dans la vie. Et au point de vue image de la Bretagne, au point de vue sensibilité. À vrai dire, j'ignore un peu ce qu'ils en ont comme image, eux. Alors je ne peux pas me comparer à eux. Je connais bien Alexis Gourvenec, par exemple. Je suis persuadé que c'est un monsieur qui a voulu, à travers tout ce qu'il a fait, servir un pays économiquement. Il a très bien fait, d'ailleurs, la plupart du temps. Pas toujours peut-être comme il aurait fallu, mais il a fait. Quant à Bazin, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, mais ça n'a plus rien de breton. Mais est-ce que ce qui s'est passé pendant la guerre en Bretagne n'a pas porté un coup assez dur à l'âme bretonne et à la défense de cette âme bretonne? Ce n'est pas ce qui s'est passé après la guerre, pendant la guerre, c'est ce qu'on en a dit après la guerre qui a été terrible. Quand on sait, puisqu'il faut aborder le problème, qu'on a accusé le mouvement breton d'avoir été un parti de collaborateurs, et lorsqu'on sait que seuls 80 individus ont vraiment prôné et été sous l'uniforme allemand, alors que le mouvement breton comptait peut-être 8000 adhérents qui étaient anti-allemands, n'est-ce pas? Alors, après la guerre, on a fait de tous ceux qui avaient collaboré des Breizatao, on les appelait les Breizatao. Mais là-dedans, il y avait la milice d'Oriot, d'Erland et tous les milices Pétain qui ont été confondus. En fin de compte, c'était les Bretons qui servaient la France et Pétain et non pas la Bretagne. Le mouvement breton a gardé son nez très propre. Aujourd'hui, et Dieu merci, les documents, les livres commencent à paraître et on commence à savoir la vérité. Mais l'épuration était terrible, n'est-ce pas? On a vu des gens se faire maltraiter et même tuer parce qu'ils parlaient breton. Il y en a même qui ont été en prison parce qu'ils parlaient breton à leurs chiens. Or, ces gens-là n'étaient pas des collaborateurs. On peut aimer sa langue bretonne et la culture bretonne sans vouloir que l'Allemagne. D'ailleurs, le principe des Delaporte et autres, c'est mettons les Allemands d'abord, dehors, après on s'expliquera avec les Français. Mais est-ce que le résultat de cela n'a pas été que pour beaucoup de Bretons après la guerre, ils ont eu honte et d'être bretons et surtout de parler breton? C'est exactement ce qui s'est passé, puisque lorsque j'ai commencé à chanter, ce sont les Bretons eux-mêmes qui me cassaient la gueule. Il faut jamais plus parler de ces choses-là. Lorsque je suis sorti de mon premier gala le 6 octobre 58 au 44 rue de Rennes ici, les Bretons m'ont entendu dehors pour me casser la figure. Les mêmes qui aujourd'hui d'ailleurs viennent m'écouter encore, mais à l'époque, ils disaient qu'il fallait plus dire ces choses-là, il fallait plus parler de ça, il fallait oublier. C'est-à-dire que nous avons 20 ans de trou, 20 ans de noirceur dans le mouvement breton, dans nos revendications légitimes. Mais aujourd'hui, je crois que grâce aux jeunes d'aujourd'hui, qui eux n'ont pas connu cette époque de trouble et qui s'en foutent littéralement, on peut prôner les idées bretonnes, et non seulement ça, mais eux, ils s'en foutent de ce qui s'est passé et ils aiment la Bretagne pour elle-même, mais on ne peut pas leur reprocher. Oui, et eux, ces jeunes, s'intéressent beaucoup à la langue bretonne, mais est-ce que ça vous paraît être un mouvement de fond? Est-ce que ça n'est pas quelque chose d'un peu artificiel, ce renouveau Il faut intégrer cette revendication régionale dans le sens vrai, dans son contexte réel. Qu'est-ce que c'est que la revendication d'identité? C'est une réaction à l'organisation sociale d'aujourd'hui. En fin de compte, la société a tendance aujourd'hui à uniformiser, à numéroter, à non plus faire des hommes, des personnes, mais des individus sujets. La réaction des jeunes, c'est qu'ils ne veulent pas être un numéro. Ils veulent être eux-mêmes. Et être eux-mêmes, c'est chercher ses racines. Le retour à la revendication ethnique, c'est-à-dire à la demande, le droit à la différence, comme on appelle même dans les partis politiques, dans les états-majors des partis politiques d'aujourd'hui. Le droit à la différence est une revendication contre l'ambiance d'une société moderne qui a tendance à castrer l'homme pour en faire un numéro sur bavure. Le gouvernement centraliste français aurait tant aimé avoir réussi à faire d'un Occitan un Breton et un Breton d'Occitan, c'est-à-dire avoir des citoyens qui soient plus différenciés du tout. C'était son but, supprimer la différence, pour ne faire que des citoyens qu'on pourrait d'ailleurs, au gré des économies, des besoins sociaux, des besoins économiques surtout, déplacer d'un bout à l'autre de l'Hexagone sans qu'il y ait protestation. C'est-à-dire que l'individu, n'ayant plus de racines, ne pouvait plus être déraciné.
Or, la revendication de la jeunesse depuis 66, 67, on a dit que le mois de mai, n'est-ce pas, avait été à l'origine, mais moi j'ai vu ça se dessiner dans les salles parmi les jeunes que je voyais, bien avant 67. Lorsque je faisais les premières mutualités en 65, 66, la salle était aussi pleine et le mot de bretonne n'était pas encore là. Il y avait déjà cette revendication sous-jacente parmi les jeunes qui ont fait mai 68. Mais les vieux, eux, ne parlent plus ou pratiquement plus breton, ce sont... Est-ce qu'il n'y a pas une rupture, là? Là, le problème de la langue bretonne, en fait, c'est le problème le plus grave que nous ayons à résoudre aujourd'hui. En effet, la langue bretonne, qui n'a jamais été autant écrite, ni autant apprise, soit au niveau des écoles, soit au niveau des universités, etc., soit au niveau d'ailleurs du bénévolat, puisque pratiquement les 3/4 des cours de breton sont donnés par des bénévoles, le gouvernement français ne payant pas le professeur breton, ni occitan d'ailleurs, eh bien, nous constatons une chose, c'est que le breton se sépare de ses racines. Parce que nos campagnes se meurent. La densité de population à l'intérieur des campagnes, celle qui était bretonnante de tradition, donc, qui était la racine même de la langue bretonne, est en train de s'éclaircir à une vitesse folle. Aujourd'hui, les garçons qui ont 20 ans n'ont pas été élevés en breton en Bretagne. Une génération vient de se passer, c'est le grand trou. Comme bien des gens que je connais, n'est-ce pas, et qui pour autant sont de tempérament très breton, mais dont les parents n'ont pas éprouvé besoin de leur apprendre le breton. Eh bien, il faut que les gens aient plus de 25 ans aujourd'hui pour avoir appris le breton en étant petit comme langue. Donc, la Bretagne est en train de se supprimer, la langue bretonne est en train de se quitter ses racines. Elle s'intellectualise de plus en plus, mais elle perd ses racines. Et le grand drame est là. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons commencé à créer. Des jeunes ont commencé à créer ces écoles maternelles de langue bretonne. L'association Diwan, qui est née, a commencé à créer des premières écoles maternelles de langue bretonne à Poudalmézo. Elle marche depuis 1 an. Il y a une autre qui vient de s'ouvrir à côté de Quimper. Et nous allons essayer d'ouvrir à travers toute la Bretagne pour justement permettre aux enfants de parler breton dès qu'ils sont petits. Et chose curieuse, quand les gosses de 2 ans se mettent à parler breton dans la rue, les vieux se remettent à leur parler breton. Ils en sont très fiers. C'est une langue d'image, pleine de symboles. Ah, c'est une langue concrète, n'est-ce pas? La langue bretonne est une langue, c'est une culture paysanne, donc une langue qui est en direct sur le réel. Elle ne fait pas d'abstraction. L'abstraction chez nous est faite par image, qui donne d'ailleurs un côté très poétique à la langue. C'est une langue très, très belle, la langue bretonne, une très belle langue. Et bien sûr, nous procédons par imagerie dans l'abstraction. Et c'est quelque chose de... Vous pouvez donner un exemple, là? Oh, je peux citer par exemple un proverbe que je cite assez souvent parce que je le trouve dreistement ergazek evetap nebels. Je traduis littéralement, par-dessus la crinière de la jument, on attrape la pouliche. Ça veut dire, si tu veux avoir la fille, fais la cour à la belle-mère. Voilà un exemple, type d'expression bretonne. Et les Bretons, de la campagne, quand ils s'expriment entre eux, j'ai toujours dit, n'est-ce pas, que je n'ai jamais écrit un seul poème. Je n'ai qu'à écouter les paysans parler entre eux et traduire presque littéralement ce qu'ils disent. Vous trouvez l'imagerie qui est projetée dans la langue française et qui donne ce côté un peu désuet, peut-être moyenâgeux à la langue française que j'aime beaucoup. Glenmore, après la guerre, l'épouvantail a donc été la soi-disant attitude des mouvements autonomistes pendant la guerre. Oui. Aujourd'hui, il y a un autre épouvantail, c'est celui de la violence dans la revendication régionaliste. Alors, est-ce que cet épouvantail correspond à une réalité? Il y a quand même des plastiquages, on n'en est pas encore... Bon, alors, écoutez, il faut quand même situer. Qui est violent? Celui dont le pied est écrasé depuis une demi-heure par un gros individu très fort et qui ne réagit pas, qui fout son coup de poing dans la gueule, alors parce qu'on lui écrase le pied. Ce n'est pas lui qui est violent, il ne fait que se défendre. Celui qui est violent, c'est celui qui écrase le pied. Qu'est-ce que c'est que ces plastiquages? Ce n'est pas des violents, généralement. On a remarqué d'ailleurs que ces qui ont été ramassés sont des militants tout à fait, et qui sont souvent très anti-violents. Très anti-violents. Mais pourquoi? C'est une solution de désespoir. Nous avons cherché, tout le mouvement breton a été braqué sur le dialogue. Nous avons fait des pétitions. Les élus bretons ont créé la loi programme pour la Bretagne. Nous revendiquons pour notre langue. On nous promet une charte culturelle. Nous avons toujours été les partis de dialogue, nous avons toujours revendiqué légalement. Et rien ne vient. Il y a un découragement certain dans l'esprit des jeunes, surtout, finit par naître. Alors, comme la seule chose dont on peut parler, dont les journaux vont parler au sujet de revendication, c'est la bombe, les jeunes arrivent. Il faut condamner l'acte, mais il faut comprendre. Mais vous le condamnez, l'acte. Et vous avez choisi d'autres armes. Si on me laisse pas d'autre chance, je serai pour la violence. Vraiment? Vraiment. Pourquoi? Je n'ai pas le droit de laisser mourir tout ce qui m'appartient et tout ce qui fait que je suis moi. On n'a pas le droit de me démolir. On n'a pas le droit que mes gosses ne parlent pas breton.
Personne, au nom de quelle démocratie nous impose-t-on une culture qui n'est pas la nôtre au détriment de la nôtre? Eh bien, pour ça, si on ne laisse pas d'autre chance, je suis pour la violence. Mais je préférerais, bien sûr, comme tout un Breton un Breton n'est jamais violent de nature, pouvoir résoudre le problème par des dialogues et par aussi des concessions mutuelles, sans doute, par des concessions, parce qu'il faudrait nous en faire, nous n'en avons pas à en faire, nous demandons notre juste revendication. Qu'on nous donne le droit d'être nous-mêmes, et il n'y aura plus de violence en Bretagne. Aujourd'hui, vous avez 46 ans ou 48 ans, oui. 46. Vous êtes le semeur, au fond, de tout cela? Oh, je ne suis pas le seul, bien sûr, mais j'ai peut-être ma petite part, et Dieu merci, je ne sais pas si elle est grande, l'histoire le dira, mais il est évident que j'ai été très longtemps tout seul sur scène, et aujourd'hui ce n'est plus le cas, Dieu merci, il y a d'autres qui sont venus me rejoindre, c'est merveilleux. Vous savez, moi je vous ai connu quand j'étais tout gosse, et vous n'avez donc que 46 ans, pourtant j'ai l'impression que sur vos épaules, ce sont des siècles d'histoire qui reposent. Oui, il y a des jours où c'est un peu lourd, vous savez, parce que quand j'ai commencé, lorsqu'il n'y avait que 3-4 personnes par soirée, quand on était mal vu, dans tous les cabarets, lorsqu'on était obligé d'aller chercher nos salles, dans les bistrots, parce qu'on ne nous donnait pas d'autres salles, quand j'ai commencé à chanter la salle, les flics passaient devant pour dire aux gens, ne louez pas votre salle à ce gars-là, sans ça on vous fera des ennuis, qu'on vous fera des balles. Alors j'ai tout connu, cette lutte, et à l'époque on était un peu seul, mais aujourd'hui je dois avouer que je suis largement récompensé, alors si quelque chose pèse sur mes épaules, c'est beaucoup de joie en tout cas.